Au lendemain de la guerre, le communisme, grâce à la victoire de l'armée rouge, s'offre un nouveau bail avec l'histoire. La barbarie nazie occulte les crimes de Staline. En France et en Italie, le prestige des partis communistes, auréolé de la gloire de la résistance, est immense. À l'est de l'Europe, Staline avance ses pions. À Budapest, Varsovie ou Prague, les soviétiques imposent leur modèle politique et économique. En 1949, Mao prend le pouvoir à Pékin. De l'Elbe à la mer de Chine, près de la moitié de l'humanité vibre sous les plis du drapeau rouge. Le communisme apparaît comme une force immense, irrésistible. L'Occident est effrayé par la menace. Le monde est divisé en deux blocs que la guerre froide oppose. Avec l'Amérique, le camp soviétique se trouve un nouvel ennemi. Au début des années 50, le mouvement communiste est à son apogée. Lorsque Staline meurt en mars 1953, jamais l'Église rouge n'a rassemblé autant de fidèles. La mort de Staline ne met pas un terme à l'expansion du communisme. En mai 1954, après 7 années de guérilla, 7 mois de siège dans la boue et l'horreur, la garnison française de Dien Bien Phu se rend. Cette bataille incarne aux yeux du monde l'affrontement entre le camp occidental et le camp communiste. Le drapeau du Vietnam, flottant sur les ruines de Dien Bien Phu, est le symbole de l'extension du camp socialiste en Asie. Le Vietnam du Nord passe sous la tutelle des hommes d'Ho Chi Minh. Pour les communistes vietnamiens, la voie est royale et la marche triomphale. À Moscou, la bataille entre les héritiers de Staline fait rage. Qui l'emportera? Malenkov, Beria, Molotov, Bulganin, Khrouchtchev. Ils paraissent tous identiques, ces hommes en gris, complices de la terreur stalinienne, grimpés vers les sommets au temps des grandes purges. Mais ils sont maintenant convaincus que l'époque de la répression est révolue, que le régime doit changer. Les soubresauts aux marges de l'Empire montrent qu'il est temps d'évoluer. La première fissure dans le bloc de marbre se produit à Berlin. En juin 1953, les ouvriers de la partie est de la ville refusent l'augmentation des prix, s'insurgent et demandent des élections libres. C'est la première révolte populaire contre le communisme depuis 30 ans. Les chars soviétiques répriment les manifestations. 19 meneurs sont condamnés à mort et exécutés. Le silence de l'Occident est assourdissant. Le jovial Nikita Khrouchtchev, en quelques mois, élimine ses rivaux. Khrouchtchev manœuvre entre les clans, consolide peu à peu son pouvoir. Il a bientôt les coudées assez franches pour un premier coup d'éclat.
la réconciliation avec Tito, qui était accusé d'hitlérisme 5 ans plus tôt, donne le tournis au mouvement communiste. Les croyants sont obligés de constater que des erreurs ont pu être commises par le génial Staline. Mais les embrassades avec Tito ne sont qu'un hors-d'œuvre. Les 1400 délégués et les représentants de 55 partis frères qui assistent le 14 février 1956 à l'ouverture du 20e congrès du Parti communiste ignorent qu'ils vont assister à un événement capital. En apparence, le rituel pesant est respecté. Les congressistes observent une minute de silence à la mémoire de Staline. Khrouchtchev, qui est élu premier secrétaire, présente un rapport d'activité qui souligne les changements intervenus depuis quelques mois dans la politique du parti. Le 24 février, le Congrès est prévenu qu'une séance à huis clos aura lieu la nuit même. Pendant 4 heures, devant des délégués abasourdis, Khrouchtchev lit un document préparé par une commission d'historiens. Les chefs des partis frères n'ont pas accès à la salle. Togliatti, Thorez et les autres prennent connaissance dans la nuit du contenu de ce qui va devenir pour l'histoire le rapport Khrouchtchev. Dans ce rapport secret, le premier secrétaire énumère les crimes de Staline. La purge de l'armée rouge, les procès, la liquidation de millions de communistes. Il dresse le portrait d'un tyran sanguinaire, fabriquant son propre culte. Il dénonce les crimes, mais prend soin de les attribuer au seul Staline. En critiquant le culte de la personnalité, Khrouchtchev exonère le Parti communiste de sa responsabilité collective. En URSS, le rapport est édité et diffusé. En quelques semaines, des dizaines de millions de soviétiques en prennent connaissance. En Occident, grâce à des fuites, le rapport est publié au mois de juin dans la presse. Le Parti communiste français refuse de reconnaître l'authenticité du texte, qui est attribué au camarade Khrouchtchev. Maurice Thorez ne tire aucune leçon du rapport et des questions qu'il soulève. Il sait que le système tout entier repose sur un bloc de certitude. La moindre fêlure peut devenir béance. En Italie, en revanche, Togliatti, après quelques hésitations, décide de diffuser le rapport Khrouchtchev et d'amorcer un lent mouvement de réforme. Après des années d'alignement sur Moscou, le chef du communisme italien affirme désormais que chaque parti doit chercher ses propres solutions. C'est ce qu'il appelle dans son jargon le polycentrisme. Le temps des soldats inconditionnels est terminé. Moscou n'est plus le centre du monde. Alors que Thorez freine la déstalinisation, Togliatti l'accompagne. L'évolution divergente des deux plus importants partis occidentaux ne fait que commencer. Le rapport Khrouchtchev provoque un ouragan politique. Même limité et partial, le document est explosif par son existence même. C'est le premier des communistes qui dénonce les méfaits du communisme. Un pan entier de la croyance s'effondre. C'est à l'est de l'Europe que les réactions au 20e congrès sont les plus vives. En Hongrie, la révolte tourne à la révolution. Le mouvement s'en prend au symbole même du pouvoir communiste, à la statue de Staline, aux hommes de la police politique. Les insurgés réclament des élections libres, constituent des comités, revendiquent la liberté.
Les chars russes interviennent et écrasent l'insurrection au nom de la défense du socialisme menacé par le fascisme. Les batailles de rue font des milliers de victimes. La répression est féroce. La menace de l'armée rouge interdit désormais toute contestation radicale dans les pays satellites. L'intervention brutale à Budapest éloigne les compagnons de route des partis communistes occidentaux et provoque une hémorragie de militants. Ce qui n'empêche pas le Parti communiste français d'approuver l'action de l'armée rouge. À Paris, des manifestants attaquent le siège de l'Humanité et du Comité central. Une aubaine pour la direction communiste qui peut faire jouer auprès des militants ébranlés la dialectique simpliste du bien et du mal. Ce film de propagande reprend la thèse russe. À Paris, comme à Budapest, ceux qui s'en prennent aux communistes ne peuvent être que des fascistes. Novembre 56. La lueur blafarde de l'incendie allumé en Hongrie a fait croire un moment à la réaction que le socialisme allait être abattu. Mais l'Union soviétique a mis un terme à cet espoir. Défenseurs de la liberté et du socialisme, ceux-ci, non. Éléments abreuvés de propagande anticommuniste et entraînés par des fascistes semblables à ceux contre lesquels l'Union soviétique était intervenue en Hongrie et qui s'apprêtaient à ranimer le spectre de la guerre au cœur de l'Europe. En Union soviétique, les années Khrouchtchev sont celles du dégel. La jeunesse s'ébroue après un interminable et glacial hiver. Khrouchtchev veut effectuer un retour aux sources. Il propose une nouvelle utopie communiste, un nouveau défi, la ruée vers l'Est. Renouant avec la mystique des grands travaux des années 30, il lance un grandiose programme de mise en valeur des terres vierges. 300 000 jeunes, désignés comme volontaires, partent à la conquête de la Sibérie, qui, de terre du goulag, devient celle des pionniers. À partir de 1956, les portes des camps se sont ouvertes. Par millions, les prisonniers du goulag ont été libérés. La fin de la terreur est le signe pour tous d'une ère nouvelle. On peut s'exprimer, parler, se déplacer, s'endormir sans crainte de l'aube. Les intellectuels et les artistes commencent à croire que les temps changent. Khrouchtchev en personne autorise la publication d'une journée d'Ivan Denisovitch, où un ancien zèque décrit la terreur de masse. Il rencontre même l'auteur, Alexandre Solzhenitsyn. En septembre 1959, Khrouchtchev est aux États-Unis. C'est la première visite d'un chef d'État soviétique en Amérique. La coexistence pacifique contribue à restaurer l'image du Kremlin. Les communistes n'ont plus le couteau entre les dents.
En offrant à Eisenhower une copie du Spoutnik que les Russes ont lancé dans l'espace, Khrouchtchev promet aux Américains « Vos petits-enfants vivront sous le communisme ». Lorsque Youri Gagarin est envoyé le premier dans l'espace, les communistes du monde entier ressentent une immense fierté. Cette révolution autour du globe montre que la révolution d'octobre vibre toujours. La conquête de l'espace, la mystique du cosmos s'inscrivent dans la lignée prométhéenne du communisme. Gagarin est le nouveau héros au sourire éclatant qui fait oublier les crimes passés du KGB. Camarades, l'extraordinaire exploit de Youri Gagarin, que notre Congrès salue avec enthousiasme, est venu illustrer une nouvelle fois l'incontestable supériorité du régime socialiste sur le régime capitaliste. L'avenir pour les jeunes, il a un visage bien précis. L'exploit de Gagarine résume magnifiquement la supériorité désormais incontestable du socialisme sur le capitalisme. Il est le symbole même du communisme, jeunesse du monde. Il permet de mieux mesurer le chemin parcouru depuis octobre 1917 par l'Union soviétique, berceau du socialisme. Ce n'est pas un hasard si c'est la science soviétique qui a ouvert les routes de l'espace infini. Ce n'est pas un hasard si au jour de cet exploit, l'Union soviétique et son parti communiste ont une fois de plus déclaré la paix au monde. Les Chinois n'ont jamais admis la déstalinisation. Mao, en fin idéologue, sait que le culte du chef est la clé de voûte de l'édifice, le ciment du dogme. Après le 20e congrès, les communistes chinois continuent de vénérer le nom de Staline. Dans la Chine rouge, Mao impose une ligne utopique. Il lance le pays dans le grand bond en avant, qui doit permettre de rattraper les pays capitalistes en 15 ans. Ce mouvement productiviste, volontariste, appuyé sur les communes populaires, est un échec. Les mauvaises récoltes entraînent une effroyable famine qui fait en quelques années 30 millions de victimes. L'ampleur de la catastrophe est méconnue ou ignorée en Occident. Une fois encore, entre le réel et l'imaginaire, le gouffre est béant. Comme l'Union soviétique, une génération plus tôt, la Chine maoïste exalte aux yeux du monde l'enthousiasme juvénile, l'élan titanesque pour arracher un pays à la misère. Le messianisme révolutionnaire n'a pas épuisé ses charmes. Lorsque Khrouchtchev se rend à Pékin en 1959, l'entente paraît cordiale entre les deux grands. On porte des toasts à l'unité du mouvement communiste. Pourtant, Mao refuse le leadership de Moscou. La Chine revendique un statut d'égalité dans la conduite du communisme mondial. Mao se veut le grand timonier d'une religion plus pure, plus dure, plus intransigeante. En quelques mois, le ton monte. Les deux voisins passent de la discussion fraternelle à l'invective. Khrouchtchev finit par rappeler les conseillers soviétiques et refuse d'aider Mao à construire la bombe atomique. La rupture est consommée. Le schisme chinois sape la légitimité d'une église qui reposait sur des évangiles uniques. Désormais, plus personne ne détient la parole sacrée. Le monde communiste a au moins deux capitales. En janvier 1959, Fidel Castro entre à La Havane et en même temps dans la légende du siècle.
l'épopée de cette bande de barboudos dépenaillés, descendus de la Sierra, renoue avec la mythologie révolutionnaire. Au départ, il n'était qu'une poignée, une douzaine de rescapés d'un débarquement calamiteux. Après 2 ans de guérilla, ils réussissent à chasser le dictateur Batista, maître d'un régime corrompu. Castro, Guevara et les autres commandantes, avec leur battle dress vert olive, leur barbe au vent et leurs cigares pointés comme un défi vers l'Amérique toute proche, fascinent par l'intransigeance radicale de leur jeunesse. Après Petrograd 1917, Pékin 1949, ils inscrivent leur nom au Panthéon révolutionnaire. Le message reçu en Amérique latine est limpide. Ils ont pris les armes, ils ont pris le pouvoir. La révolution est possible, il suffit de le vouloir. Ce volontarisme castriste, Che Guevara le résume en un aphorisme. Le devoir de tout révolutionnaire est de faire la révolution. Viva la revolución, viva la reforma agraria, viva Fidel Castro. En un tiempo se vivía oprimidos y sufriendo sin poder decir verdades. Hasta el noble campesino que sufría su pobreza lleno de necesidades. Pero ahora todo es nuevo, en los campos y ciudades todos gritan muy contentos. Viva la revolución, viva la reforma agraria, viva Fidel Castro. Castro décrète la réforme agraire, distribue la terre aux petits paysans. Viva Camilo en la historia, y Cuba llena de gloria, con su ejército mambí. L'onde de choc de la révolution cubaine est considérable. La Havane devient une nouvelle Mecque révolutionnaire que les pèlerins du monde entier viennent admirer. Sartre s'enthousiasme pour cet ouragan sur le sucre dans lequel les dirigeants n'hésitent pas à retrousser leurs manches et à donner l'exemple. Cuba nationalise les grandes compagnies américaines. Très vite, la fête cubaine s'estompe. Les États-Unis cessent d'acheter le sucre cubain. Les Russes prennent le relais, fournissent du pétrole et bientôt des armes. En quelques mois, la révolution cubaine entre dans l'orbite soviétique. Khrouchtchev transforme l'île en porte-avions, en installant avec la bénédiction de Castro des ogives nucléaires pointées sur les États-Unis. À l'automne 1962, la crise des fusées précipite le monde au bord de l'apocalypse. Lorsque Castro se rend quelques mois plus tard en URSS, le processus de soviétisation de Cuba est achevé. L'île des Caraïbes est dans la main de Moscou. Mais la séduction du communisme cubain n'a pas fini d'opérer en Amérique latine et ailleurs. Pour ses 70 ans, Khrouchtchev est décoré par Brejnev. C'est le baiser du tueur. Brejnev et ses acolytes ont décidé de renverser Khrouchtchev. La rupture avec Mao, l'échec des réformes économiques, notamment dans l'agriculture, sa reculade devant Kennedy à Cuba font que le bilan de Khrouchtchev est mitigé aux yeux de ses collègues du bureau politique. Le mérite de Khrouchtchev est d'avoir mis fin à la terreur de masse. Cela suffit pour que dans les pays satellites d'Europe, l'impact du khrouchtchevisme se fasse sentir, en particulier en Tchécoslovaquie. Cenzura přestala, přátelé, existovat. Hurá! Je to obrovský pokrok, naposledy jsme ho dosáhli přesně před 50 lety.
spousta lidí teď samozřejmě bude bez zaměstnání, ale myslím si, že svoboda slova v civilizovaném státě je úplně to základní. Protože je nelogické, aby se člověk tak dlouho učil mluvit a pak nesměl mluvit. Dubček représente l'aile libérale du communisme. Devenu secrétaire général du parti, il veut lui aussi impulser la réforme par en haut, desserrer les écrous, solder le passé stalinien, redonner la parole au peuple. Un temps, le printemps de Prague entretient l'illusion d'un socialisme à visage humain. Les soviétiques ne laissent pas le temps à Dubček de mener à bien les réformes. L'intervention des chars russes à Prague en août 1968, les mêmes qui avaient libéré la ville en 1945, sonne le glas d'une espérance. Il n'y a pas de réforme possible du système communiste de l'intérieur. Soit les mesures de démocratisation sont trop timides et elles ne changent rien, soit elles remettent en cause le rôle dirigeant du parti, ce que le dogme ne peut supporter, ni l'armée rouge tolérée. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Большое vám spasíba, bratě, za chvátčiky. Spasíba больше, никогда не забудем. Никогда не забудем. Après le gel du printemps de Prague, les partis communistes en Occident prennent leur distance avec Moscou, d'autant plus facilement que la relève de la vieille génération cominternienne est à l'œuvre. En même temps, Torres et Togliatti, les deux chefs charismatiques du communisme français et italien, ont disparu pendant l'été 1964. Par une coïncidence dont le symbolisme n'échappe à personne, ils meurent tous les deux en Union soviétique, qui fut si longtemps leur terre promise. Aux funérailles des deux T, c'est toute une époque du communisme qu'on enterre, celle du stalinisme revendiqué, de la vassalisation à Moscou, mais aussi, pour les militants, celle des grands combats, l'antifascisme, la résistance, l'anticolonialisme, les affrontements de classe de la guerre froide. Les successeurs formés dans le sérail de l'appareil communiste doivent prendre le grand virage. Waldeck-Rochet, en France, avec prudence, initie une stratégie d'alliance avec les socialistes. En Italie, le jeune Berlinguer émerge et confirme de Moscou la ligne d'autonomie vis-à-vis des Russes. Noi stessi siamo venuti a Mosca per sollevare tra gli altri anche il problema cecoslovacco e per ribadire le nostre posizioni su questo problema che, come è noto, sono posizioni di dissenso nei confronti dell'intervento dei 5 paesi del Patto di Varsavia in Cecoslovacchia e di riaffermazione della necessità di un pieno rispetto della sovranità e indipendenza nazionale della Cecoslovacchia e di tutti i paesi. La quête d'un communisme pur, l'investissement affectif s'opère désormais loin de Moscou, dans d'autres contrées, sous d'autres latitudes. L'espoir messianique de changer le monde s'incarne dans d'autres idoles que les icônes surannées du Kremlin. La figure d'archange d'un médecin argentin asthmatique semble incarner le bien absolu. Lorsqu'il part en Bolivie afin d'y implanter un foyer révolutionnaire, Ernesto Guevara va au bout de sa quête.
La passion révolutionnaire seule permet ce don christique de soi. Les jeunes gens dans toute l'Amérique latine reprennent le fusil en criant « la victoire ou la mort ». La victoire se fait désirer. Les grands soirs s'achèvent contre un mur au petit matin. La véritable alternative à Moscou reste Pékin. Pour conforter son pouvoir, Mao lance la grande révolution culturelle prolétarienne. Au nom de la lutte contre le révisionnisme et le capitalisme, Mao envoie en 1966 des millions de lycéens et d'étudiants à travers tout le pays pour y porter la bonne parole révolutionnaire. Les gardes rouges échappent bientôt à tout contrôle. Ils prennent pour les cadres du parti et les symboles du passé. Pendant 3 ans, la Chine est plongée dans la violence. Pourtant, beaucoup en Occident voient dans la grande révolution culturelle prolétarienne un élan libertaire contre le parti sclérosé, un appel aux masses qui régénère le communisme. La révolution culturelle fait des millions de morts et Mao finira par faire appel à l'armée pour rétablir l'ordre. En 1969, pour le 20e anniversaire de la Révolution, le défilé a repris son allure martiale. Le culte de Mao confine au délire. Mais le pays est dans un état désespéré. La jeunesse est désorientée, désillusionnée, l'économie dévastée. Lorsque Mao meurt en 1976, le communisme chinois, de purge en bataille pour le pouvoir, a perdu tous ses attraits. En ces années où les tropiques flambent, l'histoire s'écrit au napalm dans les rizières d'Indochine. Le Vietnam porte le combat de tous contre la puissance américaine. Les petits hommes en pyjama noir, qui tirent avec de dérisoires fusils en direction d'avions supersoniques, semblent lutter pour la planète entière. À Tokyo, Rome, Berlin, Paris, Berkeley, la lutte des Vietnamiens contre la première puissance économique et militaire du monde est le symbole même de la révolte. Le Vietnam incarne toutes les souffrances de la planète, tous les espoirs des humiliés. Jamais combat n'a paru aussi limpide. La prise de Saigon par les troupes nord-vietnamiennes est ressentie comme une victoire sur l'impérialisme yankee, une libération.
faudra peu de temps pour que le principe de réalité déchire le voile opaque des illusions. Les communistes vietnamiens sont avant tout des communistes qui mettent en place, comme partout, un régime de parti unique, d'économie dirigiste, de contrôle sur la population. Fuyant les camps de rééducation, les Vietnamiens risquent leur vie sur des esquives de fortune. L'image des boat people, abandonnés sur la mer de Chine, livrés aux pirates, pulvérise les dernières envolées lyriques. Quelques mois encore, quelques degrés de plus dans l'horreur. Les révélations sur le génocide cambodgien, perpétré par les Khmers rouges, glacent jusqu'au sang ceux qui avaient salué leur victoire dans Phnom Penh. Partout, la révolution tiers-mondiste s'effondre dans le drame, l'odieux. Les idoles des années 60, Castro, Mao, Ho Chi Minh, ne sont plus que les vestiges momifiés d'espérances obsolètes. Traumatisés par l'écrasement du printemps de Prague, contestés par le gauchisme radical et tiers-mondiste, les grands partis communistes d'Occident abordent les années 70 déboussolés. Ils ont perdu leurs références et se retrouvent confrontés à une question sans réponse. Comment se dire révolutionnaire sans prôner la révolution? Comment définir une société alternative alors que celle qui servait de modèle depuis des décennies est discréditée? Chacun de vous a entre les mains le projet de résolution soumis par le comité central du Parti communiste à la discussion de toute notre Pourtant, en France et en Italie, les communistes en quête d'une voie originale reprennent l'initiative, se réinsèrent dans le jeu politique et envisagent de participer au pouvoir. À Rome, Enrico Berlinguer recherche un compromis historique avec les forces politiques principales de la péninsule. La démarche profite aux communistes. Le Parti communiste italien recueille un tiers des voix. E adesso vi presenterò l'onorevole Enrico Berlinguer. Vero comunista garantito, comunista garantito. Io vorrei prenderlo in collo, ma lui non si farà prendere. Sarebbe un mio sogno prendere in collo Berlinguer. Pour aller au socialisme, on définit dans le projet de document la façon dont on veut y aller. On veut une voie démocratique. C'est
le développement... Mais cet aggiornamento se fait au prix de l'abandon progressif du dogme qui fondait l'identité communiste depuis les années 20. Et c'est pour ça qu'il y a un lien entre la voie qu'on a choisie et la suppression du terme « dictature du prolétariat ». Il est un parti communiste en Europe qui refuse l'évolution. Le parti portugais, sorti de 40 ans de clandestinité sous la dictature, en est resté à la ligne des années 30. Le pouvoir se conquiert dans la rue. Les socialistes sont les ennemis. À l'ombre de la révolution des œillets, menée en 1974 par des militaires, les communistes, encouragés par Moscou, revendiquent haut et fort. Mais le contexte ne se prête guère à refaire Petrograd. Il n'empêche, ce parfum de révolution dans un vieux pays d'Europe fait dresser les poings. C'est le dernier brasier. Enrico Berlinguer entraîne le Parti communiste italien toujours plus loin de Moscou. Pour mieux rendre crédible leur conversion à la démocratie bourgeoise, les partis français et italiens sont amenés à critiquer de plus en plus vertement la démocratie populaire, celle qui est à l'œuvre dans les pays communistes. Infine, è questa responsabilità che noi comunisti, noi marxisti, dobbiamo sentire e assumerci più di ogni altro. Occorre che con audacia e con intelligenza ci si sappia liberare da ogni scolastica applicazione della nostra dottrina intesa come dogma e da orientamenti che non sono più adeguati all'esperienza e alle condizioni storiche attuali, per camminare verso vie nuove. De fait, le Parti communiste italien apporte un appui aux opposants qui, en Russie, en Pologne ou en Tchécoslovaquie, combattent le système répressif. La grande figure de la dissidence est Solzhenitsyn, qui est exilé de force pour avoir fait passer en Occident le manuscrit de l'archipel du Goulag. La publication de ce monument entraîne une secousse tellurique idéologique. La dimension totalitaire du système communiste, mise à nu par cet homme seul, provoque une sorte de collapsus de la croyance. C'est en Pologne que sonnent les 3 coups de l'effondrement final. Les ouvriers du chantier naval de Gdansk, en se mettant en grève dans l'été 1980, ignorent qu'ils viennent de lancer un mouvement irrésistible. Cette fois, il ne s'agit plus d'une poignée d'intellectuels, comme à Moscou ou à Prague, mais de la classe ouvrière elle-même. Le Parti communiste polonais est contraint de négocier avec Wałęsa, de reconnaître le principe d'un syndicat indépendant, une grande première. Le prolétariat, au nom duquel les communistes prétendent diriger le pays, est en face d'eux, organisé, debout. Ale nie słyszeliśmy, mamy na piśmie, ja mam tu. Wszyscy wychodzą, bo ja się inaczej nie zgodzi, no nie. To właśnie to mówię. Z telewizji już wytną to, co tam ja mówię i to na pewno będzie, nie ma sprawy. Mam podpisane, wszyscy więźniowie, tu jest, ja nie sprzedaję ludzi. Ale drugi dużo cięższy. Oj, ciężki, ja się aż bardzo go boję. Na pewno będą potknięcia, na pewno będzie ktoś chciał nas trochę wyprowadzić w manowce. Taka jest prawda. Ale my się nie damy, bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność. Nie ja sam, ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy. Mamy już swoją prasę. Solidarność będzie naszym pismem, które będzie się samo bez żadnych cenzur ukazywała. Będziemy pisali to, co chcemy. En décembre 1981, l'armée polonaise intervient, décrète l'état de guerre, emprisonne les militants de Solidarność. Ce coup d'État fige un rapport de force, il ne peut effacer ce qui s'est produit. Une partie de la société polonaise est en rébellion ouverte contre le parti État. À Varsovie, l'évidence éclate.
Les ouvriers ne sont pas au pouvoir, comme le proclame avec constance la propagande communiste depuis toujours. Ils sont en prison. Le mythe de l'État ouvrier a vécu. La gérontocratie décrépite qui règne au Kremlin est à l'image d'un pays et d'un système miné par les contradictions. Le fossé n'a jamais été aussi grand entre les idéaux proclamés dans une langue surréelle et les âpretés quotidiennes. Le vernis idéologique craque. La foi dans la supériorité d'un système économique et social s'effondre. Plus se dégrade l'image de l'URSS, plus s'étiole la mythologie d'Octobre, plus s'effondre l'idéologie communiste et plus l'Union soviétique s'affirme comme grande puissance militaire. L'armée rouge compte 4 millions de personnes. La course aux armements avec les États-Unis absorbe jusqu'à 30% du produit intérieur brut. Le super grand est à cheval sur la planète, qu'il cogère avec les États-Unis. Moins le modèle est attractif, plus l'Empire s'étend. En 1980, l'armée rouge entre en Afghanistan pour soutenir un régime pro-communiste menacé. Elle va s'y embourber, et cette guerre provoquera pour les jeunes soviétiques de 20 ans le même traumatisme et le même rejet que la guerre du Vietnam pour les jeunes Américains. Все смешалось во сне, грязь и пот и огонь, песни, взрывы и дальние взрывы. 20 лет молодых оборвались войной, а ведь как они были красивы. И встаю из постели в холодном поту, и полночи курю на балконе. Только слезы в глазах, только горечь во рту, а в ушах только раненых стоны. La vieille garde se meurt. 3 patrons de l'URSS se succèdent en 3 ans. Михаил Сергеевич Горбачев. Дорогие товарищи, мы провожаем последний путь Константина Устиновича Черненко. Lorsque le jeune Gorbatchev prend les rênes du parti, il s'est depuis longtemps forgé une conviction. Cela ne peut plus durer comme ça. Правдивый анализ должен помочь нам решать сегодняшние наши проблемы демократизации, законности, гласности, преодоления бюрократизма, словом, насущные проблемы перестройки. Перестройка не только избавление от застойности и консерватизма предшествующего периода, исправление допущенных ошибок, но и преодоление исторически ограниченных
изживших себя черт общественной организации и методов работы. En lançant Glasnost et Perestroïka, Gorbatchev met en route un processus qui ne contrôlera plus. Il veut laisser respirer la société et l'économie soviétique, la libéraliser et la déconcentrer. En un mot, il veut utiliser son pouvoir de secrétaire général du Parti communiste pour affranchir l'URSS du poids du parti. La contradiction est dans les gènes de l'entreprise. La Glasnost veut revivifier le système. Elle contribue à le saper. Car la transparence revendiquée sur le passé porte un coup fatal à l'édifice idéologique forgé depuis 70 ans. Le choc de la vérité ébranle les mythes fondateurs. Le mensonge, énorme, apparaît dans toute sa nudité. Le communisme ne supporte pas la transparence. Le mouvement déclenché d'en haut par Gorbatchev met le pays en ébullition. Le patron du Kremlin tente, comme Khrouchtchev, comme Dubček 20 ans plus tôt à Prague, de réformer le communisme. Mais cette fois, le mouvement ne s'arrêtera pas, car Gorbatchev ne veut pas utiliser la force. Dans les pays satellites, on sait que cette fois, l'armée rouge n'interviendra pas. C'est de la Pologne, maillon faible, que part la réaction en chaîne qui, en quelques mois, conduit à l'implosion de l'Empire. De Varsovie à Berlin, Prague et Budapest, s'effondre le communisme. Před 10 minutami československá televize oznámila, že všichni členové předsednictva UVKSČ a sekretariátu UVKSČ dávají své funkce k dispozici. Ať žije svobodné Československo. Не считаете ли вы, что социализм должен быть изгнан с территории Советского Союза? Первое. И второе. Не считаете ли вы, как это считает фракция беспартийных депутатов РСФСР, что Коммунистическая партия Советского Союза должна быть расформирована как преступная организация? Ну что же, вопрос поставлен в предельно откровенной форме. Отвечаю в предельно откровенной форме.
Если вы поставите задачу перед Верховным Советом и правительством Российской Федерации и даже перед всеми Верховным Советом правительством изгнать социализм из территории Советского Союза, то эту задачу нам не удастся с вами решить. Товарищи, для разрядки разрешите подписать указ о приостановлении деятельности Российской Компартии. Борис Николаевич, Борис Николаевич, Борис Николаевич. La foi communiste est morte. La quête éperdue d'une société différente qui fondait le messianisme communiste depuis octobre disparaît tandis que le drapeau rouge est amené sur le Kremlin. Mais qui peut empêcher les hommes de croire, de vouloir changer le monde? Cosa vuol dire essere più comunisti? Cosa ha voluto dire? Cos'era? Teorie sbagliate, non applicabili nel corso degli anni, nello sviluppo della società così come è venuta, o proprio veramente non giuste. Applicate male, sono gli uomini che le hanno applicate male. Io sinceramente ho molta confusione, dolore, tante domande, soprattutto sono queste. Quello che potrà divenire ora, quello che potrà essere, lo staremo a vedere. Però per me il punto è proprio questo, quelli che sono stati questi 40 anni di storia. Nei paesi dell'est, dove chi aveva il potere in mano era comunista, e dove quasi tutto si è rivelato a discapito della gente del popolo, voglio dire. Con chi lavoreremo e lotteremo e per chi lavoreremo e lotteremo. Io in questo momento mi sento di non mi sento di riprendere la tessera del Partito Comunista, ma non perché c'è Occhetto ha detto di cambiare, proprio perché la parola comunismo per me ha perso il suo significato vero e reale, quello che mio padre mi aveva insegnato.